Bonsoir, déjà je vous remercie d'être présente ce soir, si nombreux, comme vous l'avez été d'ailleurs pendant toute la saison. Et c'est une très belle saison qu'on a vécue avec vous à la sortie de 2 ans de Covid qui nous avait bien plombés. Donc c'était très agréable de voir que les gens revenaient nombreux et que dans le même ordre, la saison qui s'annonce déjà a très beau retour et je suis très content de la partager avec vous ce soir. C'est la 7e saison que nous programmons avec mon équipe, avec Anne Cuisset, qui travaille avec moi sur la programmation. Et vous allez découvrir de nouveaux artistes. Il y a pas mal de premières invitations au TNB, puis surtout des vraies retrouvailles. Donc vous allez découvrir ça tout à l'heure, des fidélités artistiques et la présence aussi des nouvelles créations de certains et certaines de nos artistes associés qui ont su avec vous créer des fidélités depuis 7 ans maintenant. Alors moi je suis en répétition, je me suis échappé pour venir vous retrouver. Je vais essayer d'être clair et pas trop ennuyeux. Je vais être beaucoup sur les notes, mais je vais essayer de me rassembler un petit peu pour revenir aux enjeux principaux de cette saison. Je voudrais d'abord remercier tout d'abord tous les partenaires du TNB, puisque c'est grâce à leur confiance et leur soutien renouvelé que la saison est possible. Donc nous avons les tutelles et financeurs, ministère de la Culture, la DRAC Bretagne, la ville de Rennes, la région Bretagne, le département du Lévinen et Rennes Métropole qui s'engagent à nos côtés. Les partenaires avec lesquels nous accueillons des spectacles et des équipes artistiques pendant toute la saison, qui soutiennent à la fois le festival et l'école également, et grâce auxquels nous pouvons construire tous les rendez-vous auxquels sont invités tous les publics sur le territoire. Spectacle vivant en Bretagne, la Caisse des dépôts, Calligraphie Print, l'Institut français, le programme européen Erasmus, la Fondation d'entreprise Hermès, le Fonds de dotation Porosus, le Centre national du cinéma et Europa Cinéma, ainsi que nos partenaires et complices du TNB, tous les acteurs culturels du territoire avec qui on travaille depuis longtemps, avec qui on aime beaucoup créer et inventer des projets ensemble. Je parle de l'ADEC, Maison du théâtre amateur, Mythos, le Centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne, Clair-Obscur et Travelling, le FRAC Bretagne, l'Hélico Rennes, la librairie Le Fayeur, la MJC Grand Cordel, le Musée des Beaux-Arts, la Paillette, le Triangle, le Théâtre de Poche à Aidé, l'UBU, les Trans, l'Université Rennes 2 et Spectacle vivant en Bretagne, sans oublier les médias qui nous soutiennent, France 3 Bretagne, TV Rennes, Ouest France, Arte, Le Monde, Télérama, Transfuge, France Inter et France Culture. Enfin, entre le moment où une artiste a une idée et puis le moment où vous êtes dans la salle et que vous assistez à cette création, c'est toute une chaîne, c'est une équipe nombreuse en fait qui participe à cette chaîne de création. Ça va de la production à la technique, des équipes administratives aux relations publiques, de la com à la billetterie. Et je remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe du TNB qui nous permet de penser, réaliser et ensuite vous accueillir au moment de ces créations. Avec nos saisons, nous essayons de témoigner d'une extraordinaire diversité que permet encore le théâtre public en France, diversité de la création française et internationale. Le TNB est Centre dramatique national. C'est-à-dire que c'est un théâtre dirigé par un metteur en scène, par un artiste, c'est ce qui définit les centres dramatiques nationaux. C'est dédié à la création théâtrale et le TNB historiquement a vu ses missions élargies à la danse. C'est pour ça que nous sommes aussi heureux de produire et de présenter de la danse, mais aussi de la musique. Il y a un cinéma, une école, un festival, ce qui en fait un des théâtres les plus singuliers en France et je suis très fier d'en assurer la direction avec cette équipe. Cette saison, je voudrais attirer votre attention sur 3 temps forts. Alors, je vais faire la présentation de saison, pas forcément en suivant chronologiquement l'ordre de la plaquette. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ces temps forts et de revenir ensuite au spectacle théâtre, puis danse, puis musique, à ce que nous faisons aussi avec le public. L'idée, un peu comme l'année dernière, quand on sortait un peu du Covid, on avait envie de ça, c'est-à-dire de parler un peu moins longtemps, mais de se rencontrer un petit peu plus. Donc, on est sur le même format. La billetterie est déjà ouverte, la saison est connue, beaucoup de gens réservent sur Internet, mais je tenais à ce qu'il y ait ce rendez-vous pour partager avec vous un petit peu les enjeux, les angles et ce qui nous a permis de la construire. Je vais vous donner aussi quelques clés comme ça sur les spectacles. Ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est plutôt court, mais ensuite on vous invite au bar et là vous pourrez rencontrer une grande partie de l'équipe qui sera là pour répondre à vos questions. Nous serons tous là pour répondre à vos questions, vous aider à choisir, comme on a pu le faire l'année dernière. Et on se retrouve donc dans 1 heure et demie au bar pour continuer la discussion.
3 temps forts, vous allez voir autour des paravents, du festival TNB et d'un événement qui s'appelle Transform, dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. Les paravents, c'est à la fois une pièce de Jean Genet et puis l'histoire d'une pièce de Jean Genet, puisque, comme vous le savez peut-être, la pièce à sa création, en 1966, avait fait un scandale énorme au Théâtre national de l'Odéon. C'est d'ailleurs une invitation du Théâtre national de l'Odéon qui m'a donné envie d'y créer les paravents. Quand ils m'ont demandé si j'avais envie de faire quelque chose avec eux, j'ai dit, moi je trouve qu'il y a une pièce qui serait intéressante de remonter là, dans cet endroit, ce serait les paravents. Les paravents, c'est une pièce monstre, c'est un des très très grands textes du XXe siècle, mais qui est peu monté parce qu'elle est un peu monstrueuse de par l'importance du nombre de personnages, il y en a une centaine, sa durée, on coupe pas mal, mais ça reste quand même un morceau. Sa langue, qui est une langue des plus belles et les plus poétiques du XXe siècle, mais aussi son sujet, qui est à la fois le sujet et pas le sujet, parce que Jean Genet s'en défendait beaucoup, mais néanmoins, le fond de tout ça, ça reste la guerre d'Algérie, un texte qui a été écrit, et c'est ça le plus étonnant, entre 1957 et 1961, alors que la guerre d'Algérie, elle, est allée de 1954 à 1962. On oublie parfois, même souvent d'ailleurs, on oublie la durée de cette guerre qu'on a appelée pudiquement les événements, que ici on appelle la guerre d'Algérie, que d'autres vont appeler la guerre d'indépendance, d'autres la révolution, donc ça dépend vraiment de quel point de vue on se place. Et c'est là justement qu'est la pièce de Genet, comme il le dit lui-même, c'est une méditation sur la guerre d'Algérie, c'est-à-dire une rêverie. Mais néanmoins, même s'il ne la cite pas directement et qu'on assiste au délitement des colonies d'Afrique du Nord, on va dire, et qu'il met un peu face à face et dos à dos à la fois des Européens, des militaires et des Arabes, on sent quand même que c'est autour de ça que la pièce tourne. Alors lui se défend de faire un théâtre directement politique, et c'est vrai que l'endroit de Genet est d'être politique grâce au poétique. C'est quelqu'un qui dit que son travail, et en tout cas son théâtre, et aussi sa littérature, se situe en dehors de toute morale. Et c'est justement ce qui en fait un des auteurs les plus troublants, les plus fascinants, les plus provocateurs aujourd'hui. Son principe, c'était finalement, dans sa haine de la société, de trouver comment faire passer des messages qu'il avait envie de faire passer et comment être entendu. Et finalement, comment être entendu autrement qu'en parlant encore mieux la langue de l'oppresseur. Donc l'oppresseur, pour Genet, c'est nous, la société. Et il a construit, ce qui est assez étonnant de la part de quelqu'un qui a été orphelin, placé, qui n'a pas vraiment été à l'école, qui a été un jeune délinquant et vagabond, et prostitué, et souvent en prison, comment cet homme hors du commun a construit une œuvre littéraire parmi les plus fascinantes du XXe siècle, dans une langue qui est une des plus belles, une des plus sophistiquées, une des plus poétiques, une des plus incroyables. Et donc c'est en jouant sur ces deux niveaux que Genet écrit cette pièce, qui a été sa dernière, parce qu'après les paravents, on se demande bien ce qu'on peut écrire, qui est dans un moment particulier de sa vie, puisque l'essentiel du corpus de Genet, c'est en prison. C'est pendant ses années de prison, entre 40 et 46, où il va écrire quasiment tous ses romans, et l'essentiel de son théâtre. Et puis il va sortir de prison, il va avoir cette phrase incroyable, il va dire « Libre, j'étais perdu », et il va plus pouvoir écrire. Il va faire une première tentative de suicide, et pendant 7-8 ans, il n'écrira plus. Il reviendra à l'écriture par l'art, Giacometti, Rembrandt, et puis aussi une rencontre avec Abdallah, qui est ce jeune Algérien, qu'il va transformer en fil-de-ferriste et produire un livre qui s'appelle « Le Funambule ». Mais Abdallah, quelques années plus tard, va se suicider quand Jean Genet va le quitter. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit les paravents. Et donc les paravents, tout en étant cette méditation, comme il dit, sur la guerre d'Algérie, et dès la première page, c'est écrit dédié à un jeune mort. Et donc je vous raconte ça pour vous dire qu'il y a à la fois un fond politique, évidemment, il y a cette question très importante pour Genet d'être du côté de la marge, d'inventer une langue qui est la plus belle possible pour des gens qui n'ont jamais accès au plateau et au théâtre. Et en 61, on parle des Algériens, des Arabes, des acteurs arabes, en France, qui n'existaient pas, qui n'avaient pas accès au plateau, des personnages qui, en tout cas, n'avaient jamais accès au plateau, puisqu'en l'occurrence, dans les paravents, les personnages principaux sont vraiment le rebut d'une société algérienne maltraitée, opprimée, humiliée, des prostituées, face à face avec l'armée et la Légion
et les notables européens. Donc c'est l'accès de ces gens au plateau, en fait, qu'il raconte, avec une langue d'une sophistication et d'une poésie vraiment bouleversante. Enfin, c'est vraiment un grand auteur, et c'est assez exceptionnel de pouvoir monter les paravents, qui est une pièce qui appelle le grand plateau. Il y a 16 acteurs et actrices dans ce spectacle, qui sera donc créé fin septembre, dans lequel vous pourrez retrouver Marie-Sophie Ferdan, avec qui j'avais fait La Dame aux Camélias, et qui était également dans Mes Frères, qu'on retrouvera plus tard dans la saison, Xavier Galen, Anou Garcia, Amou Graya ou Farida Rawaj, qui eux-mêmes étaient acteurs et actrices dans la mise en scène de Patrice Chéreau en 83. Et puis, voilà, des anciens élèves de l'école du TNB, puisque je trouve que c'est formidable quand on dirige une école de pouvoir après travailler avec des acteurs qu'on a formés. Et ils seront aussi dans le spectacle. Donc voilà, les paravents qui raconte aujourd'hui, après ces mises en scène de 66 qui a fait scandale, dans la très belle mise en scène de Blin, celle de Chéreau en 83, qui était un autre moment de notre histoire, puisqu'à ce moment-là, c'était Touche pas mon pote, La Marche des Beurs, donc bien sûr, le regard sur la pièce devait être différent, et Chéreau l'avait créé dans un cinéma de Barbès. Aujourd'hui, elle va nous raconter autre chose sur l'histoire de l'immigration en France, probablement, on va la voir autrement, et j'ai envie de dire, malheureusement, l'actualité qui nous rattrape là, va aussi, je pense, éclairer d'un autre jour et bien sombre aussi cette histoire de l'Algérie qui reste un tabou, qui reste quelque chose de très problématique en France. Ça nous donnera l'occasion, autour des paravents, justement, de l'accompagner avec plusieurs rencontres et événements confiés à Leïla Adam, qui est dramaturge universitaire, et Aurélie Charon, qui est journaliste et réalisatrice. On va leur confier des cartes blanches pour des temps forts qui vont explorer un peu les thématiques au cœur des paravents, avec des rendez-vous autour de Genet, de son œuvre, de son écriture, de son engagement, et puis d'autres rendez-vous autour des questions de la mémoire coloniale, de l'Europe et de la guerre d'Algérie, avec entre autres invités Albert Dichy, qui est un des grands spécialistes de Genet, Olivier Neveu et Monique Benubori. Enfin, Patrick Boucheron, à l'occasion d'un de ces cycles, Rencontrer l'histoire, puisque vous le savez, Patrick Boucheron est historien associé au TNB depuis maintenant 6-7 saisons, et il vient en écho au spectacle et à l'actualité qui traverse la saison. Il a des invitations à d'autres, à des gens qu'il invite avec lui pour penser et créer ces rendez-vous, qui sont une façon d'éclairer un petit peu, ou d'être en écho de ce que nous traversons et de ce qui se passe sur les plateaux. Donc bien évidemment, le premier Rencontrer l'histoire du 29 septembre aura un lien avec la question coloniale et la guerre d'Algérie. Pendant les paravents toujours, nous reprendrons Radio Live, La Relève. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà assisté à des Radio Live pendant le festival ou au TNB. C'est un concept innovant de radio en direct qui mélange comme ça théâtre et radio. Ça existe depuis plusieurs années maintenant. C'est porté par Aurélie Charon, qui est productrice à France Culture, avec Amélie Bonin, qui est réalisatrice, et Caroline Gillet, productrice à France Inter, avec des invitations qui sont faites à des jeunes gens engagés, créatifs. Elles ont commencé avec des pays où il y avait une jeunesse comme ça en révolte, donc ça a été les printemps arabes, etc. Puis elles ont continué cette espèce de tour du monde d'une jeunesse engagée dans des lieux de conflit, dans des lieux de guerre ou dans des moments de révolution, de l'Iran à l'Afghanistan, de la Palestine à l'Algérie. Avec une constellation qui mêle archives, films, témoignages, musique. Et dans le temps du Radio Live, c'est une vraie communauté qui s'incarne ici, des portraits d'une jeunesse très bouleversante et qui donne beaucoup d'espoir dans l'avenir, qui viennent raconter, changer, chroniquer leurs histoires de vie. Et en l'occurrence, pendant la période des paravents, vous pourrez écouter, découvrir les histoires de Sumit Samous qui vient d'Inde, d'Ines Stanovic de Bosnie, de Gal Horvitch d'Israël et de Yannick Kamanzi du Rwanda. Enfin, à l'Atlal, Chant pour ma mère, c'est un concert de Nora Krief. Donc Nora, vous la connaissez, elle est venue très souvent au TNB depuis des années. Et elle a conçu ce spectacle à partir de l'Atlal, qui est un des plus beaux poèmes de langue arabe, un poème que lui chantait sa mère, une juive tunisienne exilée dans la banlieue parisienne, et que, adolescente, Nora, trop jeune, et rejetait, c'est-à-dire prise entre la vie et son collège, on va dire, dans cette banlieue parisienne, et son histoire et la tradition dont sa mère était porteuse. Il y avait là un conflit qu'elle avait du mal à résoudre. Aujourd'hui, en hommage à sa mère, elle reprend ce chant et ce poème d'Ibrahim Nagui qui a été rendu populaire par Kaltoum,
Et c'est à la fois un voyage dans ce poème et dans son adolescence. Nora est chanteuse et comédienne. Elle avait eu le Molière d'ailleurs dans un second rôle pour Eda Gabler d'Éric Lacascade. Et puis au TNB, elle avait joué dans Le Roi Lear, Le Dame de chez Maxime, Le Misanthrope de Jean-François Sivadier. C'est un très beau concert que vous pourrez découvrir. Et puis, toujours dans l'idée d'accompagner cette thématique autour des paravents, la question de Henri Alleg, qui est un roman que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un roman, non, qui est un document, on va dire. Henri Alleg, ce livre a aussi été adapté au cinéma. C'est un livre qui a été censuré 2 fois par le gouvernement français à sa publication en 1958. Alors pardon, c'est page 52, où Alleg raconte les tortures qu'il a subies lors de la guerre d'Algérie et nous rappelle ce pan pour le moins scandaleux de l'histoire. Ce texte est autobiographique, il est assez clinique, il avait été rédigé à l'époque sur des feuilles de papier toilette qu'il a réussi à faire exfiltrer clandestinement vers l'extérieur, en dehors de la cellule où il était enfermé et torturé, et donc marqué par l'urgence de raconter, un souci d'exactitude, l'effort de mémoire qu'il doit fournir pour laisser cette trace importante aux générations futures, avec des questions majeures qui continuent de résonner. De quoi l'État se rend-il complice lorsqu'il couvre les exactions des tortionnaires ? La fin justifie-t-elle les moyens ? Et là, on parle de la guerre, on pourrait parler d'autre chose. Et à cette interrogation, Alleg, militant communiste, apporte une réponse claire. Quand on se rend compte de ce qu'est la guerre, on réalise qu'il faut à tout prix l'éviter. C'est Stanislas Nordet qui incarne ce texte de Alleg, très très fort, très puissant, qui est mis en scène de manière vraiment sensible et très belle, j'ai envie de dire, par Laurent Méninger, qui est en Bretagne depuis plusieurs années, qui a inscrit sa compagnie et qui a travaillé pas mal ici, avec justement une mise en scène qui permet une distance nécessaire pour nous en tant que spectateurs de penser ce qu'on nous raconte, et où voilà, le rapport au théâtre et la mise en forme du travail de Méninger sur le texte d'Alleg permet à la fois de recevoir ce texte, mais aussi de s'y ménager un espace et de réaliser vraiment ce qu'on nous raconte. C'est un moment très fort auquel je vous encourage à venir. Second temps fort, le festival TNB. Vous savez, c'est 2 semaines au mois de novembre, qui depuis 2017 est imaginé comme une sorte de précipité de notre projet artistique, qui donne la place à la fois à des créations et des reprises, à des nouvelles créations des artistes associés, à des hors-formats, des choses qu'on pourrait peut-être pas présenter dans la saison pour des histoires de lieux, de durée, de projets, de nature de projet. C'est un lieu, on essaie de construire un lien un peu fort avec le public et basé à ce moment-là sur la prise de risque, sur la curiosité. C'est dans une dizaine de lieux de l'agglomération rennaise. Depuis l'année dernière, c'est aussi devenu un lieu de transmission, c'est-à-dire que j'avais envie que le festival ne soit pas un lieu où on voit juste voir des spectacles, mais où de jeunes artistes sortis des écoles, des étudiants dans les écoles d'art puissent avoir envie de venir, découvrir des spectacles, rencontrer les artistes, participer à des workshops et des masterclass. Et donc, ce temps fort de transmission dédié aux jeunes professionnels à l'école d'art étrangers et étrangères qu'on a ici l'année précédente se poursuivra lors de ce festival. C'est mi-octobre qu'on vous dévoilera l'intégralité du festival, mais je peux vous donner déjà les principaux rendez-vous puisqu'ils sont annoncés dans la brochure, avec page 27. Un petit événement aussi, je suis très heureux de pouvoir ouvrir le festival et de pouvoir accueillir Salle Villard, et c'est un choix, c'est un vrai choix, un vrai engagement. Donc on compte sur vous pour être là dans cette très grande salle, d'accueillir The Shadow Who Spread the Hunter Becomes, quelque chose comme le chasseur qui devient la proie, par une compagnie très singulière, une compagnie australienne qui s'appelle Back to Back, qui vient pour la première fois au TNB et en France, et qu'on a la chance de faire et qu'on est heureux vraiment d'accueillir avec le Festival d'automne à Paris, à l'occasion de quelques dates exceptionnelles qu'ils vont faire en Europe. Ce qui fait la singularité de Back to Back, et pour ceux qui sont fidèles du travail qu'on fait avec Catalyse et Madeleine Ward, vous allez aussi retrouver évidemment des liens, c'est que c'est une compagnie dont les acteurs et les actrices sont en situation de handicap mental. Et à l'occasion de ce spectacle, en fait, le groupe explore un monde dominé, qui va l'être assez rapidement, par l'intelligence artificielle, dans une comédie drôle, engagée, qui questionne évidemment la norme et nos propres vulnérabilités.
Sur scène, ce qu'on voit, en fait, c'est des experts qui vont échanger en réunion publique sur la domination croissante de l'intelligence artificielle et ses répercussions sur les droits de l'homme. Si l'intelligence artificielle prenait le contrôle du monde, alors les êtres humains finiraient-ils par vivre tous avec une déficience intellectuelle? Et comment nous sentirions-nous lorsque nos capacités seront jugées à l'aune de standards sociaux algorithmiques? C'est les questions qui sont posées par ce spectacle et par cette compagnie. C'est drôle, c'est percutant, ça pose la question de la responsabilité individuelle et collective. Et évidemment, ça nous invite à revoir notre regard sur notre façon de prendre des décisions ou comment on regarde finalement au-delà des apparences et ce qu'on appelle la norme. Voilà pour le back-to-back. Pour dire aussi que cette venue de back-to-back, dans le cadre de ce programme Transmission, nous permettra de faire des workshops et des ateliers en direction de jeunes professionnels sur une esthétique qu'on appelle aujourd'hui l'esthétique de la fragilité et de la vulnérabilité, et finalement qui essaie de mettre en avant la singularité de ce qu'on appelle la création adaptée, c'est-à-dire avec ces questions évidemment d'accessibilité afin d'ouvrir pas juste le théâtre, mais aussi les plateaux à des acteurs et des actrices, on pourrait dire, différents. Mais en tout cas, l'idée est vraiment de développer un angle important au cours de la saison sur ces enjeux-là. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire à Villars et d'ouvrir le festival avec cette création. Également, tout l'univers en avant-première, même si le projet arrivera à sa forme définitive en mai dans la saison, mais dès le festival, vous pourrez découvrir une expérience poétique très ludique et qui ouvre vraiment l'esprit, la tête et fait du bien, nous fait rêver. C'est un spectacle immersif, sensoriel, une plongée, on va dire, musicale, sonore et visuelle au cœur du cosmos, puisque Xavier Veillant, qui est un des artistes contemporains les plus importants aujourd'hui, qui avait un peu marqué quand il avait fait le pavillon français à la Biennale de Venise il y a quelques années, qui a construit de nombreuses œuvres et de nombreuses installations. Xavier Veillant est artiste associé. Et puis, il a eu envie de s'inspirer alors j'ai envie de dire les plus âgés d'entre nous connaissent tout l'univers, qui étaient ces encyclopédies ou magazines qu'on trouvait, enfin moi quand j'étais petit à l'école, il y avait des Tout l'univers, qui était ce magazine de vulgarisation scientifique. Et voilà, donc à partir de ça, Xavier va concevoir une installation, une imposante sculpture dans lesquelles les spectateurs pourront circuler et puis interagir avec un dispositif très vivant, animé, qui donne corps ou en tout cas forme à des savoirs, des sensations, des images et des histoires, répondant à notre besoin insatiable de comprendre l'univers. Donc voilà, ce sera tout l'univers. Et puis Extra Life, artiste associé également Gisèle Vienne, sa nouvelle création, dont les premières représentations auront lieu au TNB, dans la foulée de l'étang, que vous avez peut-être vu la saison passée. Alors Gisèle est artiste associée, elle développe et déploie une expérience où se côtoient les arts visuels, la chorégraphie, le théâtre, la ventriloquie parfois, un travail plastique vraiment hallucinant, un travail sur le corps tout à fait singulier, un travail sur la présence de la voix, des univers qui sont complètement fantasmatiques, oniriques. Elle travaille sur les rituels, sur la question de la violence, elle travaille sur des thématiques très fortes. Au TNB, on a présenté Kinder Toten Leader, Crowd, qui était ce spectacle chorégraphique avec une rave au ralenti, L'étang, qu'elle avait ici créé en résidence, This is How You Will Disappear, qui se passait dans une forêt. Et puis là, elle va retrouver l'interprète principal de L'étang, qui était Adèle Haenel, avec deux autres interprètes pour une histoire qui se passe après une nuit de fête où un frère et sa sœur vont se retrouver. 20 ans auparavant, encore enfants, ils s'étaient unis par un lien fusionnel qu'un drame a déchiré. C'est autour de cette déchirure et de cet effondrement qu'est construit ce spectacle, où une pièce chorégraphique qui articule le jeu des interprètes, la musique de Caterina Barbieri, le travail d'Adrien Michel et la lumière d'Yves Godin. Voilà pour Extra Life. Page 28, Grand Palais. Alors, c'est un spectacle de Pascal Kirsch, qui est metteur en scène, dont le premier spectacle était en 2001. Il a créé au TNB, peut-être vous l'avez vu, La pauvreté, richesse, hommes et bêtes,
Et puis ensuite, La Princesse Malène de Maeterlinck au Festival d'Avignon. Il a adapté Solaris, d'après le roman de Lem. Et puis, ce spectacle Grand Palais, qui est très très fort, je crois. Je dis je crois parce que je suis dedans, en fait. Mais je ne le vois pas. Il se passe des choses incroyables derrière moi que je ne vois pas. Mais je sais que c'est incroyable parce que des gens nous l'ont dit. C'est vraiment un travail plastique très fort, visuel, sonore, autour d'une histoire qui est très étonnante, qui est celle de Francis Bacon et de sa première exposition au Grand Palais, à Paris, dans les années 70. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Bacon allait avoir sa première grande exposition, qui s'était séparé, c'est assez proche de Genet et d'Abdella d'ailleurs, il s'était séparé de son amant, George Dyer, qui a tenu quand même à venir à Paris. Et puis, on ne sait pas si c'est abus de médicaments ou suicide, mais en tout cas, la veille de l'inauguration, George Dyer se suicide. Francis Bacon découvre à l'hôtel le corps de son ex-amant. Et avec Michel Léris, qui est un ami et son agent, ils vont décider de taire la mort de George Dyer pendant 24 heures, le temps de l'inauguration au Grand Palais. Et le spectacle raconte ce moment-là, entre le moment où Francis Bacon découvre le corps et le moment où il arrive au Train Bleu, gare de Lyon, où tout le monde l'attend pour ce dîner d'inauguration du Grand Palais. Et c'était la première grande rétrospective de Bacon. L'idée s'est construite autour de deux auteurs formidables, Julien Gaillard et Frédéric Vossier. C'est ce qui fait la singularité, je pense, du spectacle. Chacun écrit la voix d'un des personnages. Donc Julien Gaillard a écrit le texte de Francis Bacon, Frédéric Vossier celui de George Dyer, et entre la vie et la mort, entre culpabilité et amour, on assiste à ce moment de connexion comme ça entre ces deux hommes dans ce moment précis de la découverte du corps et de l'inauguration. C'est accompagné d'un musicien qui joue en live pendant tout le spectacle, qui est Richard Comte, qui est un musicien et compositeur formidable. Voilà pour Grand Palais. Autre temps fort du festival, le retour de Vincent Macaigne, artiste associé également, qui avait créé ici « Je suis un pays », et qui là va s'emparer de Richard II de Shakespeare et d'un spectacle qu'il appelle « Avant la terreur », Richard III, celui-là, pardon. D'ailleurs, Richard II, ça existe. Richard III, donc le roi terrifiant, le roi monstre, un des plus grands textes de Shakespeare, qui sera évidemment des événements théâtraux de l'automne. Vincent, qui est né au théâtre, en fait beaucoup moins depuis qu'il fait beaucoup de cinéma. Donc ces spectacles sont plus rares. Et on est très heureux qu'il ait eu envie de se lancer dans cette création avec une équipe magnifique dont Pauline Laurillard et Pascal Rénéry, qui est un acteur formidable. Vous avez peut-être pu voir dans Architecture de Pascal Rambert et dans d'autres créations de Vincent. Voilà, il va évidemment, pour Vincent Macaigne et pour son théâtre, Richard III, c'est pain béni, parce que là, entre le comique, le tragique, la question voilà, de ce monstre Richard III, va évidemment l'intéresser dans les liens qu'il va faire avec l'époque contemporaine. Quels sont ces monstres qu'on croise tous les jours au travail ou en politique, et si Richard III est un monstre, est-ce que c'est à cause de Richard III ou d'une société malade? C'est autour de ces enjeux aussi que va se passer ce Avant la terreur de Vincent Macaigne. Dans le festival également, Daddy de Marion Siffert. On avait présenté de Marion, qui est une jeune autrice, metteuse en scène et performeuse, du Salle en 2019 et Jeanne d'Arc en 2021. Jeanne d'Arc était ce spectacle vu comme sur Instagram, en fait, qu'on pouvait à la fois voir sur son téléphone ou en live. Et elle continue son exploration des réseaux sociaux et de leur subversion, voire de leur danger, avec en tout cas là une histoire où une jeune fille de 13 ans s'ennuie dans un lotissement. Elle rêve d'une autre vie en passant du temps comme ça sur son téléphone. Elle s'imagine des aventures à travers un avatar qu'elle s'est créé dans un jeu de rôle en ligne, jusqu'au jour où un homme de 27 ans fait son apparition sur cette plateforme. Il mène la vie qui l'a fait rêver, il s'intéresse à elle, et alors il va lui proposer de l'aider à réaliser son rêve, devenir actrice.
Il va l'entraîner dans un nouveau jeu, Daddy, dont le caractère révolutionnaire tient au fait qu'on y va avec son vrai corps. Et donc, c'est à partir de cette immersion dans une réalité virtuelle, qui ne l'est peut-être pas, en fait, dans l'engrenage infernal d'un monde sans limite, que Marion Siffert a situé ce spectacle, qui parle de l'emprise qu'on peut avoir sur une enfant, et ce qui l'autorise dans notre société aujourd'hui. Elle met en scène 6 interprètes dans un spectacle qui mêle texte, danse, musique, jeux vidéo, afin que le théâtre puisse s'emparer et arriver à représenter ce que le numérique peut faire dans nos vies. Les Forteresses de Gurshad Shahman, c'est un spectacle iranien. Gurshad a été formé à l'ERAC, il est comédien, metteur en scène franco-iranien, qui a été lauréat de la Villa Médicis en 2017. Et c'est une très belle création qui va traverser un demi-siècle d'une histoire iranienne au carrefour de l'intime et du politique à travers le portrait et les témoignages des récits de 3 sœurs, 3 vraies sœurs, qui sont la mère et les tantes de Gurshad. En fait, le spectacle est né d'un moment comme ça où il marchait derrière elles, il les voyait parler, elles vivent en Iran. Et elles se retrouvaient après une dizaine d'années où elles avaient été séparées. Quand il a vu cette complicité, ce qui les unissait, il a eu envie d'écrire et de faire un spectacle avec elles. Donc aujourd'hui, elles partagent la scène avec des comédiennes qui racontent leur vie. Donc on a les 3 sœurs et des comédiennes racontant la vie de ces 3 femmes qui sont présentes sur le plateau avec elles. Et c'est l'enfance, les études, les naissances, les divorces, la révolution, la guerre, la séparation, l'exil. Voilà, c'est un spectacle convivial, tout le monde est invité entre le plateau et la salle. C'est un moment très particulier auquel Gurshad vous invite. Et c'est un spectacle qui est très émouvant, très simple, un chant d'amour, bien sûr, à sa mère et à ses tantes, et des femmes qui ont décidé de ne pas se laisser briser par le destin, ce que on peut voir encore aujourd'hui en Iran, ce que racontait évidemment le spectacle aussi qu'on a présenté d'Amir Reza Koestani il y a quelques mois dans cette salle. Et voilà, sensible à ce qui se passe évidemment en Iran aujourd'hui, on est très heureux que les Forteresses puissent se jouer au mois de novembre. Chloé Moglia présentera sa nouvelle création « Eau ». Chloé, c'est la suspension, c'est être entre ciel et terre, cette acrobate, je ne sais pas comment l'appeler, une poétesse de la hauteur, du fil, du trapèze, un conte entre ciel et terre, une rêverie. Ça va être aussi, c'est un spectacle jeune public qu'on fait en partenariat avec l'Illico. J'attire votre attention puisque c'est un spectacle jeune public à partir de 8 ans et que c'est très important dans la saison d'avoir des moments jeune public avec des artistes aussi exigeants et intéressants que Chloé. Voilà, donc c'est autour du flottement, de la suspension, du cercle que Chloé va concevoir ce spectacle. Elle a présenté ici Midi Minuit et l'Oiseau Ligne. 3e temps fort, c'est Transforme. Transforme, c'est un événement qui va courir le long du mois de mai, qu'on fait en commun avec la Fondation Hermès. C'est pas Hermès, c'est la Fondation Hermès. La Fondation Hermès qui soutient la création, qui soutient aussi des parcours d'artistes et de jeunes artistes, puisqu'il y a des bourses de la Fondation Hermès pour soutenir, par exemple, certains de nos élèves boursiers qui, sans cela, ne pourraient pas à l'école poursuivre leurs études normalement. Et la Fondation Hermès a créé cet événement, une sorte de festival itinérant qu'ils font avec 4 théâtres partenaires en région. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir en région un certain nombre d'artistes qu'on a choisis et qu'on accompagne ensemble. Et ce sera entre Paris, la Cité internationale, la Comédie de Clermont-Ferrand, les Subsistances à Lyon, et le tout se terminera à Rennes pendant le mois de mai, où vous pourrez découvrir donc 6 créations, qui sont des artistes que, de toute façon, on aurait présentés dans la saison, ou qu'en tout cas on a choisi avec, puisqu'ils ont en commun l'hybridation de différentes pratiques artistiques, avec une envie d'expérimenter des formes un peu buissonnières, et en faisant se croiser le spectacle vivant, les arts plastiques, la musique parfois. Et donc ce sera 6 spectacles, 6 créations, le long du mois de mai, avec tout d'abord Pinocchio d'Alice Laloy. À partir de 8 ans, un autre spectacle jeune public absolument formidable, complètement singulier, inédit, qui s'inspire du conte de Collodi avec la marionnette qui aspire à devenir un être humain,
Mais dans le spectacle d'Alice Laloy, et c'est ce qu'elle réalise sous les yeux pendant le temps de la représentation, et c'est vraiment fascinant, c'est l'inverse. C'est comment des petits êtres humains deviennent des marionnettes, où les enfants se transforment en pantins, et ça crée un trouble assez vertigineux, puisque ce ne sont pas des pantins qui s'humanisent, mais des enfants qui deviennent des marionnettes. Et c'est autour de ça que voilà, le spectacle, c'est la mise en place de ce rituel, cette cérémonie très fascinante, une métamorphose en direct, avec une vingtaine d'interprètes, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à venir, c'est autant pour les enfants que pour les parents, vraiment. Enfin, moi en tout cas, j'ai adoré ce spectacle, j'étais absolument pris par l'atmosphère, et ouais, c'est très fascinant. Alice Laloy avait eu le Molière du spectacle jeune public en 2009 pour 86 cm, et elle développe un théâtre de recherche vraiment passionnant, où se croisent marionnettes, matériaux, machines, acteurs, compositions sonores, au service d'une écriture très très poétique. Donc ça, c'est un autre de nos spectacles jeunes publics cette saison. Skate Park, de Mette Ingvarston, page 57, pardon, j'ai perdu le fil des pages. On est toujours au mois de mai avec Transform. 24 heures dans la vie d'un skatepark. Et dans cet espace de glisse, danseurs, skateurs défient la gravité. Et c'est aussi un truc un peu comme ça, par hasard, qui s'est passé pour Mette. Lorsqu'elle a vu à Bruxelles, dans un skatepark, elle observait comme ça voilà, les jeunes qui étaient là. Et en fait, ce qui l'a frappé, c'était de voir des gens et des jeunes de toute origine, de tous milieux sociaux, de tout sexe, qui se partageaient ce terrain de jeu sans le moindre conflit. Et c'est autour de ça, de ce sport de glisse, de ce mélange, qu'elle a eu envie, où toutes ces différences sociales, culturelles et religieuses s'effacent, qu'elle a eu envie de témoigner de cette passion-là, en fait, et de comment elle réunit à travers ce spectacle autour de l'équilibre, du saut, un espace partagé, une société entière qui devient alors source d'inspiration pour la chorégraphe. Mette avait présenté au TNB 68 positions, Seven Pleasures et Tout Comme, et on est heureux de la recevoir à nouveau pour cette nouvelle création. Mette Ingvarston, j'ai envie de dire, qui est aussi à partir de 8 ans, c'est-à-dire que ça peut plaire aussi vraiment aux très jeunes et aux ados. Reconstitution, procès de Bobigny. Le spectacle d'Émilie Rousset et Maya Bocquet, page 58, toujours dans le cadre de Transform. Vous connaissez l'histoire. Le 1er octobre 1972, Marie-Claire, une lycéenne de 17 ans, attend la sentence d'un tribunal pour enfants de Bobigny parce que dénoncée par son violeur, elle doit comparaître pour avoir avorté. L'avortement étant évidemment illégal à ce moment-là. Ce spectacle, en fait, est un spectacle témoignage qui va explorer le combat de Gisèle Halimi, avocate fondatrice de l'association Choisir la cause des femmes, qui est intervenue dans l'affaire Marie-Claire et qui, au bout d'un combat judiciaire assez acharné, a fini par obtenir la relaxe. Alors, le dispositif est simple. Sur scène, c'est le public a des casques, vous avez des casques, vous circulez, il y a une quinzaine d'interprètes qui vont vous raconter les différents témoignages des récits qui ont été issus des minutes de ce procès, mais aussi de regards contemporains qui mettent en perspective ces luttes, qui étaient des luttes d'hier, mais qui peuvent redevenir des luttes d'aujourd'hui. Ce dispositif interroge le statut de l'archive, et c'est une plongée vraiment passionnante dans les implications intimes, politiques, philosophiques, médicales et sociologiques de ce moment crucial dans l'histoire du droit des femmes, et qui va aboutir à la loi Veil, qui va légaliser l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Black Lights, de Mathilde Monnier, grande chorégraphe et interprète, qui pendant longtemps a dirigé le Centre chorégraphique de Montpellier, puis le Centre dramatique national de la danse à Pantin. Elle s'est inspirée pour Black Lights d'une série télévisée que vous avez peut-être vue sur Arte, qui s'appelait H24, avec différents récits de femmes ordinaires en proie à des violences quotidiennes, trop souvent invisibilisées, que ce soit le sexisme, les agressions conjugales, le viol, la lesbophobie, la misogynie. Et ce spectacle, qui s'inspire de cette série, sera porté au plateau par 8 comédiennes et danseuses et fait émerger, grâce aux voix, corps, des portraits féminins dans lesquels chacune reconnaîtra un pan de réalité, et avec des autrices comme Alice Zeniter, Siri Utzvet, Lola Lafont ou Monica Sabolo. Voilà pour Black Lights. Enfin, page 60, un formidable spectacle qui a beaucoup fait parler de lui lors de sa création à l'Odéon il y a quelques semaines, Némésis,
par la jeune metteuse en scène Tiffaine Raffier, inspirée du magnifique roman de Philippe Roth, Némésis donc. L'histoire de Bucky Cantor. En 1944, on envoie les soldats au front. Bucky Cantor est dans le New Jersey, et à cause de sa mauvaise vue, il va être réformé. Et à partir de là, dans la culpabilité de ne pas pouvoir, avec ses camarades, partir au front, alors qu'il s'occupe d'un espèce de camp de jeunesse, de lieux comme ça pour des jeunes gens, et alors que frappe à ce moment-là un mal inattendu qui est la polio, qui va contaminer un peu tous les jeunes dont il s'occupe, il va se charger d'une responsabilité, d'une culpabilité qui va faire remettre en question son rapport à l'autre. Lui va se croire porteur d'un virus contaminant, il va complètement perdre de vue le réel et faire de sa vie un enfer. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, dit comme ça, mais vous connaissez Philippe Roth et sa façon d'embrasser toute une histoire du siècle et de l'Amérique, comme très peu de gens ont fait, avec à la fois un regard extrêmement lucide, politique, drôle, très très humain. Et Tiffaine Raffier a vraiment réussi un sacré challenge en adaptant le roman, à la fois en s'inspirant du cinéma, de la comédie musicale. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, des musiciens. C'est un spectacle assez, très enthousiasmant, assez drôle, somptueux. On y retrouve Clara Breteau qui faisait partie de l'école. C'est un très beau spectacle, une fresque, une saga, et comme on aime en voir au théâtre. Donc je vous invite aussi à rejoindre l'équipe de Némésis en salle Villard au mois de mai, page 60. Et puis, ce sera le dernier spectacle de Transforme. Voilà un peu pour les temps forts, Paravent Algérie, Transforme et le festival. Je reviens à la saison et au théâtre, et on retourne page 35. Pour une vie d'acteur, d'Émilie Caplier. Alors c'est un spectacle autour d'un acteur que vous avez vu peut-être ici, qui est venu souvent. Il avait joué Let's Love Portrait Foucault, One Night with Hollywood Lawn, Mes jambes si vous saviez qu'elle fumait. Pierre Maillet faisait partie de la première promotion de l'école du TNB, et ça a donné la compagnie Les Lucioles, dont il faisait partie. À 11 ans, il va découvrir dans un cinéma de province un film culte, Tootsie, avec Dustin Hoffman, et où Dustin Hoffman, travesti en femme, crève l'écran. Pour Pierre, c'est la révélation, il veut devenir acteur. Et donc, Tanguy Viel a eu envie d'écrire pour Pierre ce portrait qui raconte l'histoire d'une vocation, comment ça naît, comment se construit un artiste, quelle place l'art peut occuper dans nos vies. Et donc, c'est ce texte précis, musical, que Viel a écrit pour Pierre Maillet, et où il va revisiter, et Pierre lui-même, dans son propre portrait, revisite ses premiers émois cinéphiles. Et c'est le portrait d'un jeune homme, évidemment, celui d'une génération, qui évoque les années 80, 90, les affiches qu'on garde dans sa chambre, les premiers vidéoclubs, les films d'horreur en cachette, le cinéma d'auteur. Et c'est donc l'histoire d'un éveil sensible au monde qui peuple les écrans et qui a fini par fabriquer cet acteur de théâtre qu'est Pierre Maillet. En décembre, toujours, et page 38, Il Tartuffo, le Tartuffe de Molière. Je ne veux pas vous faire l'affront de vous raconter le Tartuffe de Molière. La spécificité là, ce qui en fait l'originalité, c'est qu'il a été créé, c'est que Jean Bellorini l'a créé avec la troupe du théâtre de Naples. Et c'est donc en napolitain surtitré que se joue le spectacle, créé à Naples, dans cette espèce de décor de cuisine qui s'inspire du cinéma italien des années 60, et où les Alexandrins de Molière vont trouver dans cette version italienne une vitalité qu'on imagine bien venant de ces acteurs et de ces actrices. C'est une très belle troupe que celle du Teatro di Napoli, et c'est Jean Bellorini, qui est le nouveau directeur du Théâtre national populaire à Lyon-Villeurbanne, qui l'a créé. Jean Bellorini vient pour la première fois au TNB. Il s'est fait connaître en montant notamment des textes de Valère Novarina, Victor Hugo, Rabelais, Proust, Dostoïevski. Et on est très heureux que vous puissiez rencontrer son travail et cette troupe à l'occasion du Tartuffe qu'il vous présentera ici, salle Villard, en décembre. En janvier, page 39, le retour de Jean-François Sivadier,
qui est venu très souvent au TNB, La vie de Galilée, Le roi Lear, La dame de chez Maxime, Noli me tangere. Et là, il revient avec Sentinelle, qui est un texte qu'il a écrit lui-même, qui s'inspire aussi d'une histoire de Glenn Gould et qui raconte l'histoire, l'amitié mise à mal dans le temps et sur le temps de 3 jeunes pianistes qui vont se rencontrer et qu'on va suivre de l'adolescence à leur vie d'adulte, où à la suite d'un concours, ils vont se retrouver séparés pour toujours. C'est une ode à l'amitié, à la musique, que Jean-François a écrite et mise en scène. Voilà, ça parle de piano, ça parle de musique, ça parle d'art, ça parle d'amitié, ça parle de la difficulté de maintenir une amitié, comment on se définit dans le rapport à l'art, comment on se définit par rapport à l'autre, l'histoire d'une jeunesse, comment on rentre dans la vie adulte. Et voilà, comment ces hommes, que presque tout sépare dans leur vision du monde, vont tenter d'échapper à la solitude en se réfugiant dans cette amitié qui semble indestructible. Dissection d'une chute de neige de Sarah Stridsberg, mise en scène par Christophe Rauque, page 41. Sarah Stridsberg, c'est une autrice qui est devenue une autrice importante aujourd'hui, elle est suédoise. Voilà, elle est parmi les plus prometteuses de sa génération. Elle pourrait s'inscrire dans ce fil de Marguerite Duras, Sarah Kane, Jelinek. Elle travaille sur les questions de destruction, d'aliénation, de rapports de pouvoir, de rapports de domination. Et là, c'est à travers le portrait de Christine, la future reine de Suède, incarnée pour toujours par Garbo. Cette reine Christine, dont elle va raconter la grandeur et la chute. Une femme libre, une femme qui aimait les femmes. Dans l'époque, en 1663, c'était pas forcément ce qu'on trouvait de mieux. Et qui, à travers ça, à travers son engagement à la fois amoureux, mais dans sa liberté, va défier la monarchie, au risque évidemment d'une effrayante solitude. Et c'est autour de ça que Sarah Stridsberg a construit une tragédie shakespearienne autour du portrait de cette future reine qui, s'opposant à son père et à son royaume, on va dire, décide de ne pas renoncer à sa liberté ni à se plier aux rigidités de la royauté. C'est Marie-Sophie Ferdan qui incarne cette reine Christine dans ce très beau spectacle de Christophe Rauque, qui raconte ce destin hors du commun. Aujourd'hui, Christophe Rauque est maintenant directeur du théâtre Nanterre Amandier. Voilà, il est déjà venu présenter un Shakespeare, je ne sais plus lequel, il y a 3-4 ans. Je ne sais plus lequel. Il revient donc avec ce Dissection d'une chute de neige. Le ciel de Nantes, page 46, nouvelle création de Christophe Honoré, dont on avait déjà accueilli les idoles, et qui, dans une salle de cinéma défraîchie, inspirée de l'ancien Arvor, donc des années 80, dans lequel il va ressusciter sa famille nantaise, afin qu'elle assiste au film de leur histoire familiale. Alors là, il réunit petits-enfants, grands-parents, sur plusieurs générations, et retraverse toutes les fêtes et tous les drames qui ont jalonné cette vie. Maladie, dépression, engueulade, chansons de variété, soirées et déjeuners trop arrosés. À travers cette histoire familiale, il retraverse bien sûr la sienne, c'est un portrait intime, le portrait d'une époque également, les années 70-80, qui reviennent beaucoup dans la saison, puisqu'à travers elle, évidemment, on parle des luttes ouvrières, de l'immigration, à nouveau de la guerre d'Algérie et de la montée de l'extrême droite. Revisiter le passé pour toujours tenter d'éclairer le présent, c'est une démarche qui évidemment nous appartient à toutes et tous comme citoyens, mais que les artistes ont la chance de pouvoir à un moment creuser davantage. Il réunit pour ce spectacle des acteurs fidèles comme Marlène Saldana, Julien Honoré, Jean-Charles Clichet, et puis une nouvelle venue dans son univers théâtral, pas cinématographique mais théâtral, pour ses premiers pas au théâtre qui sont très réussis, Chiara Mastroianni. Voilà pour le ciel de Nantes. Hall, par Laure Quatrain, qu'on a présenté l'année dernière dans le festival, donc on a trouvé ça... c'était vraiment très très réussi. On a trouvé dommage qu'il n'y ait que 2 ou 3 représentations pour une jauge plutôt réduite et que si peu de gens voient ce spectacle. Donc on l'a repris dans la saison. Laure Quatrain est une ex de l'école du TNB. Elle a fini par créer sa compagnie à Rennes, la DUD. Et avec Raphaël Mars, qui est musicien,
Elle a créé ce spectacle qui est à la fois un moment poétique et musical qui parle des jeunes étudiantes rennaises qu'elle a rencontrés après le confinement. Elle s'est inspirée de Hall, le poème d'Allen Ginsberg écrit en 1955, sur les désarrois de la jeunesse américaine. Elle a fait cet équivalent pendant le Covid, en répondant finalement au poème de Ginsberg depuis son endroit à elle, c'est-à-dire Rennes, au moment où les universités étaient fermées. Donc à ce moment-là, les étudiants sont reclus à demeure, il n'y a plus de pensée qui circule dans les facs, nulle part. Et dès la reprise des cours, en fait, avec Delphine Batour, elles sont allées à leur rencontre sur le campus de Rennes, écouter les témoignages, les débats, recueillir des paroles. Et à partir de là, elle a conçu cette performance qui est une transposition poétique, rappée, slamée, parlée de ce qu'elle a vu, entendu et ressenti. Et donc, elle est accompagnée au plateau par le musicien Raphaël Mars. C'est très réussi et c'est un spectacle qui témoigne de manière très sensible de celle qu'on a assez peu entendue et pendant et après le Covid, ces étudiants et cette étudiante de Rennes 2 pendant le confinement. Page 49, médecine générale. Médecine générale réunit à nouveau l'incroyable trio Ludovic Lagarde, Olivier Cadiot, Laurent Poitrenaud. C'est en 1999, je crois, que la rencontre s'est faite la première fois autour de Laurent Poitrenaud, un texte d'Olivier Cadiot dans la mise en scène de Ludovic Lagarde. Olivier Cadiot est un des auteurs majeurs aujourd'hui, beaucoup de romans, de choses pour la radio, des paroles de chansons, du théâtre aussi, un des auteurs phares de POL. Ludovic Lagarde est venu souvent au TNB. Sa dernière création, La Voix royale de Jelinek, avait vraiment marqué. Et puis Laurent Poitrenaud, voilà, un des merveilleux acteurs, un des plus grands aujourd'hui de sa génération, qui par ailleurs est responsable pédagogique de l'école. Et ensemble, ils avaient déjà fait ce premier travail qui s'appelait Le Colonel des Zouaves, à partir de ce personnage. Et c'est là que le lien entre Olivier Cadiot, Laurent Poitrenaud s'est inventé, c'est-à-dire d'un lien assez inédit où un acteur nourrit autant qu'un auteur, que l'auteur nourrit l'acteur. L'histoire de médecine générale, c'est autour de 3 personnes qui pensent avoir atteint leurs limites, 3 anti-héros marqués par le deuil qui se retrouvent dans une maison abandonnée. Et à partir de là et de leur rencontre, Cadiot fabrique un récit assez loufoque, assez bouleversant sur la nature du deuil, notre capacité à le faire, comment soigner l'autre, peut-on se soigner ensemble, si on a une maladie, quel est son nom, qu'est-ce qui caractérise Pierre, l'orphelin qui apprend tout par cœur, le piano, Mathilde Lettonog qui se retrouve confrontée à une autre forêt que celle qu'elle explore parfois, qui est celle des archives familiales, des documents funèbres dont on extrait des mots, comment on devient écrivain, voilà, quelles sont nos capacités en fait à pouvoir se guérir, soit guérir les autres, et comment s'accompagner dans ces moments-là. Mais c'est avec l'écriture de Cadiot, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement touchant, sensible, très musical, très poétique, très singulier. Voilà pour médecine générale. Ensuite, Tom à la ferme. Alors ça, c'est très particulier. Tom na fazenda, un spectacle brésilien. On a souvent accueilli des artistes brésiliens ici, comme on a souvent eu des artistes iraniens. Alors, le texte est de Michel-Marc Bouchard, qui lui est québécois en revanche. Mais vous connaissez peut-être Tom à la ferme, puisque c'était le film de Xavier Dolan, qui était en fait la pièce de Michel-Marc Bouchard. Donc Dolan avait adapté la pièce de Bouchard au cinéma, et Rodrigo Portela et Armando Babayoff l'ont adapté pour le théâtre. L'un est éclairagiste et dramaturge et metteur en scène, et l'autre est traducteur et comédien. L'histoire, c'est comment, à la mort de son amant, un garçon, Tom, se rend dans la ferme familiale du défunt, et alors il va se trouver face à une mère dans le déni et un frère frustre, brutal. Il va basculer alors dans l'enfer, mots blessants, humiliation, coups. Il se retrouve dans un traquenard qui va profondément le transformer. Cette pièce, en fait, a fait beaucoup de bruit au Brésil
où elle a été couronnée de nombreux prix, puisqu'elle dénonce l'homophobie dans un pays où aujourd'hui les meurtres homophobes ont atteint un nombre record depuis des années. Il livre là une version très abrupte, très sensuelle aussi, très puissante de ce texte. C'est un spectacle qui a eu un très très beau succès quand il a été présenté. Il a commencé à être présenté en Europe et puis au Festival d'Avignon. Depuis, il ne cesse de tourner. C'est un spectacle exceptionnel que je vous encourage aussi vraiment à découvrir avec des acteurs merveilleux et un spectacle très puissant. Dispac Dispar, Patricia Alliot, page 54. Ce spectacle avait été créé au TNB et pendant le festival. Il va être présenté au Festival d'Avignon, là, dans la nouvelle édition de Thiago Rodriguez, qui en est le nouveau directeur. Et on a eu aussi envie de le reprendre parce que c'est un spectacle très important qui n'a peut-être pas rencontré encore tout le public qu'il peut potentiellement rencontrer, donc on a envie que d'autres gens le découvrent. Ça s'inspire du Tribunal permanent des peuples. Le Tribunal permanent des peuples est une entité qui s'appuie sur la Déclaration universelle des droits du peuple et qui met en place des instruments de droit international. Et à partir de l'existence de ce tribunal permanent des peuples, Patricia a eu envie de le convoquer afin de poser la question aujourd'hui des violations des droits des personnes migrantes et réfugiées. En réalité, ce spectacle se fait en deux parties. Il y a une partie, on va dire, plus performative, où on découvre ce que c'est que ce tribunal permanent des peuples, quelles sont ses missions, ses fonctions, comment ce tribunal va essayer et tente de dénoncer les actes qui peuvent porter atteinte aux droits des peuples. Il y a aussi Bernardo Montet, qui est danseur et chorégraphe, qui participe à ce moment-là, qui est suivi ensuite d'une rencontre, d'un moment où on entend des témoins qui sont présents et qui viennent raconter leur histoire, leur parcours, les liens qu'ils entretiennent avec ces questions absolument essentielles aujourd'hui, dont faisait partie à la création Mortaza Beboudi, qui était un journaliste franco-afghan, qui depuis janvier est emprisonné en Afghanistan. Et le TNB s'associe à son comité de soutien, que je vous invite aussi à rejoindre. Les informations sont sur le site. Mortaza faisait partie de Dispac et aujourd'hui il est en prison et on attend toujours sa libération. C'est un spectacle vraiment passionnant, important, et c'est à ce titre qu'on a eu envie de le reprendre pour une nouvelle série dans la saison au mois d'avril. Le Firmament, en page 55. Si vous avez vu Girls and Boys, qui a été très remarqué la saison passée, on retrouve sa metteuse en scène, Chloé Dabert, pour Le Firmament, et son interprète, Bénédicte Cerruti, qui était aussi dans Boys and Girls et qui a le rôle principal du Firmament. Alors, Lucy Kirkwood, qui a écrit Le Firmament, est un peu comme Sarah Sosberg, dont je parlais tout à l'heure, une de ces jeunes autrices qui sont en train de vraiment devenir très importantes. C'est une jeune autrice passionnante, maintenant qui commence à être très reconnue en Angleterre, un petit peu en France, et vous allez voir, Le Firmament va vraiment vous séduire. Ça part d'une histoire vraie. En 1759, une jeune domestique doit être pendue pour le meurtre d'une fillette qui était l'enfant de notables d'une petite ville de province. Et un jury populaire de 12 mères de famille de différentes conditions sociales doit la juger. Dehors, la foule exige un châtiment ultime, et dedans, les débats font rage autour des questions de justice, de patriarcat, de maternité, des conflits de classe sociale et de pouvoir. Et c'est dans cette atmosphère-là que va s'extraire, avec cette troupe féminine, complètement féminine, ce Firmament que je vous invite à découvrir au mois d'avril. Enfin, côté théâtre, l'année se terminera avec Dreamers 2. Donc pour celles et ceux qui nous suivent bien, il y a 3 ans, Dreamers 1, mais qui était Dreamers en fait, qui était la création que l'auteur mettant en scène Pascal Rambert a écrit pour, non pas le spectacle de sortie, mais pour le spectacle d'entrée dans la vie professionnelle des jeunes acteurs et actrices issus
de l'école au terme de leurs 3 ans d'études avec nous. Ça, c'est la promotion. Donc, c'était la promotion 10 qu'avait fait Dreamers. Pascal travaille avec la promotion 11, celle qui est en 2e année en ce moment, qui vient de traverser une saison à l'école, si vous avez pu les voir dans ces créations-là, et qui va avoir l'année prochaine, donc la saison prochaine sera leur dernière année, avant de recevoir leur diplôme, et après le diplôme, c'est Dreamers 2. On fait des avant-premières fin juin, avant la création définitive du spectacle qui sera présenté pendant le festival. Donc Dreamers 2, autant dans le 1, Pascal témoignait de ce qui pouvait traverser une génération qui avait vécu les attentats, la pandémie, etc., et témoignait de ce que ces jeunes acteurs et actrices avaient traversé pendant ces dernières années. Autant là, il va jouer sur le son et le mot « rave », qui évoque à la fois, évidemment, la danse, qui évoque une façon de se perdre comme ça dans la danse et dans la nuit, et puis la rêverie. Donc il va travailler et donner à entendre les conversations, les monologues intérieurs de toute une génération aux prises avec et leur temps et la musique qui les accompagne. Double mouvement de la parole, des corps, dans la même scénographie que celle du premier volet. Donc on espère que la promotion suivante, la 12 qui arrivera l'année prochaine, connaîtra dans 3 ans Dreamers 3 et nous quitterons le TNB avec l'intégralité des 3 Dreamers. 10 ans, mais 10 ans aussi, c'est 10 ans d'histoire à travers 60 jeunes acteurs et actrices qui raconteront aussi ce qui les a percutés pendant des années qui sont quand même très intenses. Voilà pour Dreamers 2, fin juin. Spectacle donc d'entrée dans le monde de la promotion 11 du TNB. Danse maintenant. Encantado, qui est un spectacle formidable, tellement réjouissant, tellement vivant, signé Lia Rodriguez, un spectacle brésilien aussi. Salvillar, c'est page 34. Donc voilà, c'est un spectacle qui est né et du Covid et de Bolsonaro, donc il y avait besoin de respirer. Il y avait besoin de trouver quelque chose qui se tire un petit peu vers le haut, s'en remettre à l'énergie, la créativité, et Lia l'a trouvé là, dans les forces de la nature. C'est un spectacle qui essaie de se connecter aux esprits apaisants, des entités mystiques et héritées des cultures afro-américaines. Et c'est comment, dans le surnaturel, on peut retrouver des ressources de beauté, alors que le quotidien les démantèle un peu tout notre univers. La représentation est portée par 11 jeunes interprètes sur scène, absolument incroyable. Un collectif étonnant de danseurs et danseuses pas forcément professionnels, issus aussi des quartiers favelas où Lia Rodriguez a créé son école. C'est un spectacle assez étonnant qui est fait de tissus colorés, de transes. Je ne sais pas si on voit un extrait du spectacle. Ouais, voilà. C'est un grand rite païen, un grand rite d'espoir, de joie, et qui tente de se reconstruire dans un moment qui a été un moment très difficile de l'histoire du Brésil. Voilà pour Encantado. Danse aussi très percutante avec Maldon de Leila K, dont on avait déjà présenté C'est toi qu'on adore, et son très beau solo Pot dessert dans le Festival 21, qui s'inspire des gynécées antiques, des pyjama parties hollywoodiennes, pour la première création de groupe de Leila, où elle revient sur ses moments intimes de partage de liberté. Ce sera présenté dans le cadre aussi du festival Waterproof, ainsi que Témoin de Saïdo Lelou, page 43, toujours dans le cadre de Waterproof, en partenariat avec le collectif Fer et le Centre chorégraphique de Rennes. Et là, Saïdo réunit 20 danseuses et danseurs, pour la plupart autodidactes, afin de confronter, conjuguer leurs énergies dans un spectacle qu'il a chorégraphié, un peu sous tension, avec ces personnes qui ont des profils très très variés, longtemps considérés à la marge, et à qui il permet là de se retrouver, de partager leurs horizons esthétiques et à coexister sur scène. Un peu comme Encantado, c'est la rencontre de ces différentes expériences et sensibilités qui crée un spectacle qui est vraiment marqué par la vitalité et le besoin de nouer des liens. Article 13, c'est la nouvelle création de Fia Ménard, artiste associé.
C'est page 47. Alors bon, cette nouvelle rêverie qui semble inspirée d'un conte ou d'Alice au Pays des Merveilles, par exemple, c'est une création faussement bucolique où une héroïne se retrouve aux prises avec un jardin à la française. Et dans ce jardin à la française, où tout est bien dessiné, bien orchestré, un socle, une statue, et une sorte de larve sortie de terre, hache à la main, qui a décidé d'en découdre, puisque ce bloc de pierre l'empêche d'avancer. Et cet article 13, qui est un article qui est l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et cet article, c'est sur la liberté de circulation, c'est cet article 13 qui est au centre de ce spectacle, sur la question de la frontière et de qu'est-ce qui peut empêcher les hommes d'avancer, comment les frontières privent les hommes et les femmes de leur soif de connaissance, de cet élan vital de se déplacer, de bouger, de changer d'espace, de pays, passer les frontières. Et comment on se cogne, et de manière évidemment de plus en plus violente et brutale, à des tracés non organiques qui divisent le monde et les déchoient de ce droit fondamental qu'énonce l'article 13 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Artiste associé au TNB, Fiaménard y a présenté Saison sèche, L'après-midi d'un faune, Vertex, Fiction Friction et la trilogie des Contes immoraux. Théo Mercier, également artiste associé, nouvelle création. Théo est plasticien, metteur en scène. Il a présenté ici Radio Vinci Park dans un parking, avec la moto, je ne sais pas si vous vous souvenez. Affordable Solution for Better Living, on apprenait à monter une étagère Billy. Et là, il va présenter une sorte de terrain amoureux constitué de déchets où un couple évolue dans un paysage artificiel entre fascination et rejet dans la foulée de sa très belle performance Outre-Monde qui se passait dans le sable. Quand il travaille sur la matière, le public alors est accueilli dans l'obscurité, contourne des versants de ce qui semble être une montagne pour s'installer dans la salle. Et là, on constate que ce territoire abrupt est en fait composé de détritus, un paysage façonné à partir des restes de nos vies passées. Et au milieu de cette nature altérée, des personnages vont commencer à apparaître. Et c'est comment ce territoire habité par deux amoureux va se mettre à vivre à la fois performance et sculpture, comme dit Théo, un drame recyclable, une énigme plastique, qui va nous donner que Théo Mercier nous donne à voir et à éprouver. Il y a un truc bizarre. J'ai dû tourner une page trop vite. Parce qu'il y a un spectacle que j'aime beaucoup et que j'ai zappé. Oh, je reviens page 44. Ah non, j'insiste sur ce spectacle parce qu'il est magnifique. Il peut faire peur quand on lit comme ça dans la plaquette, mais vraiment, vous allez vivre un truc formidable. Ça s'appelle « Je crois que dehors c'est le printemps ». C'est un spectacle de Gaia Saita et Giorgio Barberio Corsetti. Ils sont italiens. Elle est performeuse et actrice. Elle travaille plutôt sur le mouvement et la danse. Lui, Giorgio, est scénographe, metteur en scène. Elle part d'un fait divers qui s'est passé en 2011. Une femme, Irina Lucidi, en fait, son mari est parti un jour avec leurs deux filles, qui étaient des jumelles de 6 ans. Ils sont partis, et lui s'est suicidé. On l'a retrouvé mort, mais aucune trace des petites filles. Donc, ces petites filles, ces jumelles introuvables, vont rester, et leur disparition, ça va être vraiment une énigme avec laquelle la mère va devoir faire face à un manque insondable, puisque sans les corps, le deuil est impossible. Et comment continuer à vivre entre l'espoir secret d'une réapparition et évidemment le chagrin abyssal qu'un tel drame produit. Et ce fait divers a été raconté par Irina Lucidi elle-même, et à partir de ce livre, Gaia Saita a construit une partition, un moment de théâtre qui met vraiment d'une délicatesse bouleversante. C'est un rituel mémoriel d'acceptation, un temps d'évocation, où le deuil est partagé avec la communauté et où une femme, finalement, essaye de se reconstruire en décidant de ne pas renoncer à son droit au bonheur. Et est-ce que réapprendre à vivre veut dire oublier ? Non, c'est un peu ce qu'elle raconte. C'est-à-dire comment on peut se reconstruire et vivre sans pourtant oublier. Et c'est la forme du spectacle qui est très troublante. Moi, je ne suis pas totalement fou des spectacles immersifs où on convoque le public. J'aime bien rester tranquille dans mon coin.
Et là, ça arrive, alors pas avec tout le monde, mais la façon dont Gaïa le fait est tellement délicate, c'est tellement simple, tellement évident, c'est vraiment impossible de ne pas entrer en communion, en empathie avec cette histoire, avec le travail qu'elle y fait. Et c'est un spectacle qui, évidemment, qui est poignant, mais qui ne plombe pas. C'est-à-dire, sa réussite, c'est d'en faire quelque chose qui relève de l'amour. Et c'est avec ce sentiment d'une vie qui se reconstruit, d'un avenir possible, qu'on sort de cette expérience en ayant vécu un moment à la fois artistique et humain qui est très rare, en fait. Et je trouve qu'il donne vraiment sens à tout ce qu'on fait. Donc voilà, c'est incroyable que j'ai oublié ce spectacle que j'ai tant aimé. Je crois que dehors, c'est le printemps. Désolé pour la parenthèse. Ben, voilà, jeune public maintenant. Pour terminer, c'est important d'emmener les enfants, les adolescents dans un théâtre, dans un cinéma. On a envie aussi de construire un petit parcours comme ça qui leur permet de voir un peu de tout. Hein. Donc on ne fait pas que du théâtre pour le jeune public, il y a aussi de la danse, du cirque, du cinéma. Comme ça, voilà, ils voient un peu de tout, ils s'habituent un peu à tout, puis avec le temps, on espère qu'ils continueront d'aimer tout, ou leur goût se forgera. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est un moment venir, et puis aimer être là, et puis après, voilà, ça devient une habitude. Donc je vous ai déjà parlé de Pinocchio et de O. Je voudrais y ajouter Crin Blanc, page 25. Alors c'est un film mythique, hein, ce film qui a été réalisé par Albert Lamoris, qui avait reçu la Palme d'Or du court-métrage en 1953 et qui est là mis en musique par Mathieu Dufresne et Camille Saglio, frère de Étienne Saglio. Donc c'est un ciné-concert et ça c'est vraiment génial pour faire découvrir le cinéma et la musique aux enfants. L'histoire de Crin Blanc, hein, le cheval sauvage que va apprivoiser Falco, un jeune garçon. Également Gretel, Hansel et les autres, dans la nouvelle adaptation qu'en donne Igor Menjinski, d'origine polonaise. Il est auteur, metteur en scène, il est le maître d'œuvre de spectacles très dynamique, très joyeux. Et là, c'est son premier spectacle jeune public, qui est assez intéressant parce qu'il part de l'histoire d'Hansel et Gretel, qui replace aujourd'hui avec des parents complètement débordés, qui n'ont plus le temps de s'occuper d'eux. Et en réalité, ils décident de partir dans la forêt. Mais au lieu d'en faire un endroit effarant, la forêt devient, au contraire, dans ce monde de surproduction, un endroit d'apaisement. La nature, cette espèce de retour aux sources, vient calmer les angoisses plutôt qu'elle ne les révèle. Et c'est une sorte de vision, on va dire, plus contemporaine, plus émerveillée que Menjinski donne de ce conte Gretel et Hansel, avec ce retour à la nature. Voilà, il mélange marionnettes, manipulation, théâtre d'objets. Il explore tous les possibles, finalement, de ce que permet le théâtre de marionnettes et le théâtre d'objets pour une expérience qui est vraiment extrêmement séduisante et qui plaira beaucoup. Côté musique, on continue nos soirées musicales qui sont toujours très attendues et qu'on fait pour certaines en lien avec nos partenaires pendant Mythos et avec l'Orchestre national de Bretagne. Artiste associé, son nouvel album vient de sortir, c'est Albin de la Simone. L'album s'appelle Les 100 prochaines années. Et c'est cet album qu'Albin viendra interpréter le 5 décembre, en page 36. Également, en janvier, date exceptionnelle, qui sera la dernière d'une longue tournée que Jane Birkin a faite avec « Oh pardon, tu dormais », qui est née d'un projet très particulier, puisqu'elle avait écrit le scénario d'un film, « Oh pardon, tu dormais », qui était devenu une pièce de théâtre il y a plus d'une vingtaine d'années. Et en fait, Étienne Dao a toujours pensé qu'il fallait mettre ce texte en musique. Ça a pris 20 ans pour convaincre Jane Birkin de le faire. Il en a sélectionné des passages. C'est Jane Birkin qui l'a écrit. Il a mis en musique ses textes à elle. Il a repris son texte, le texte de la pièce, il l'a réadapté. Ils ont reconstitué des textes. Elle a retravaillé. Elle a réécrit toutes les chansons. Il les a mis en musique. Et c'est ce « Oh pardon, tu dormais » qui a dû commencer il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et Étienne Dao et Jane Birkin souhaitaient que la dernière date soit à Rennes. Et on est très heureux de les accueillir au TNB pour « Oh pardon, tu dormais ».
Chaman, événement aussi, Anne Passeo, dont on a présenté Nanook l'Esquimau en ciné-concert cette saison. Anne Passeo, percussionniste, 3 victoires de la musique à son actif, interprète, compositrice. Elle a fait 9 albums, elle a su imposer un style, une écriture organique et généreuse aux frontières du jazz, de la pop, de la musique électronique, des musiques du monde. Et elle présente Chaman, qui est un concert immersif qui puise son inspiration dans les rites et les pratiques chamaniques du monde entier. Un monde nouveau, nourri de sorcellerie. Elle y convoque la figure de la chamane, femme puissante, guérisseuse, qui, à l'aide de sa voix et de son tambour, assure une connexion spirituelle entre la nature, l'humain, l'invisible. Vous voyez, on retrouve quand même pas mal de liens entre les spectacles. Si on regarde bien, il y a quand même des choses qui font pas mal écho. Elle s'est plongée dans les pratiques musicales et vocales spirituelles de Bali, des cérémonies vaudou d'Haïti, des chants de divination de Sibérie, et également des rituels de possession brésiliens. Et donc, c'est le résultat de toutes ces rencontres qui constitue cet album et ce concert exceptionnel, Chaman. Miossec, page 50, si besoin est, avec son spectacle simplifié, originaire de Brest. Il a débuté sa carrière avec le groupe Printemps Noir au Transmusical en 82 et 11 albums, dont le mythique Boire en 95. Et là, il a écrit au cours de la tournée qui célébrait les 25 ans de son premier album. Il a écrit ses 11 nouvelles chansons qui sont son retour, avec une écriture sans artifice, très simple. C'est pour ça que ce spectacle s'appelle Simplifié. Où il raconte 28 ans de carrière et retrouve le chemin de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et comment la musique, une fois apaisée, peut être un nouveau départ. Enfin, Birds on a Wire avec l'Orchestre national de Bretagne. Birds on a Wire, c'est Rosemary Stanley et Dom Lanena. Rosemary Stanley interprète également du groupe Moriarty, une des figures très libres du paysage musical français. Et Dom Lanena et Rosemary Stanley se sont associés pour ce groupe projet qui s'appelle Birds on a Wire, où elles interprètent en duo des reprises d'oraisons multiples. Voilà, c'est avec l'Orchestre national de Bretagne. Parler un petit peu du cinéma. Vous vous rappelez que le cinéma du TNB est un cinéma assez singulier, tout à fait exceptionnel, puisqu'il se situe dans un théâtre, que c'est très rare, et qu'il a à la fois une mission d'exploration des pratiques cinéphiles, et qu'il nous démontre qu'il n'y a pas qu'un cinéma, mais des cinémas. Très en écho avec la saison, il propose également des focus en écho avec la programmation des Paravents, ou en lien avec Aurélie Charon, Crin Blanc, le festival. Sébastien Lifshitz est cinéaste associé au TNB, il est artiste associé. Vous pouvez voir en ce moment sur Arte en replay son incroyable Casa Susana. Il travaille avec les étudiants du master documentaire écriture du réel de Rennes 2 avec les écoles du TNB. Et ensemble, ils vont établir un corpus de films qu'on vous présentera pendant la saison. Également des nouveaux rendez-vous autour des films d'horreur pour mieux en comprendre les mécanismes, des battles autour d'un ou d'une cinéaste, et puis renouveler l'expérience marathon à l'instar de celui assez joyeux vécu en décembre autour de la saga Harry Potter. Et on essaie d'associer à la fois de l'arrêt d'essai d'exclusivité et puis évidemment tous ces rendez-vous, avant-première, etc., qui viennent nourrir une cinéphilie et sont en écho et en regard de la saison. Comme vous le savez, le projet du TNB est fondé sur un triptyque que j'énonce depuis le début, que je suis ici, partager, transmettre, rencontrer. Ça nous tient beaucoup à cœur, au-delà des spectacles, avant, après les spectacles, autour des spectacles. Bien sûr, il y a ces moments de rencontre avec l'œuvre, mais aussi les artistes. Et puis, il y a aussi tout ce qui fait qu'on a envie de venir dans un théâtre pour y vivre une expérience qui n'est pas juste une expérience comme ça passive. Il y a énormément de choses qu'on fait pour créer ces liens entre les artistes et vous, mais aussi pour faire de ce lieu un lieu de vie, un lieu de construction de soi, pour y découvrir autrement les spectacles et puis les gens qui y travaillent. Alors c'est le Club des Curieux, c'est l'atelier costume qui a très très bien marché aussi cette année, qu'on va réitérer, qui garde les enfants. Donc quand vous venez voir des spectacles, il y a des représentations où on s'occupe de vos enfants pendant les spectacles, les masterclass, des visites des coulisses, etc. Des nouveautés cette année. Pour celles et ceux que ça peut intéresser, c'est un club des curieux pour les ados de 15 à 18 ans. Donc le club des curieux, le principe, et évidemment venez rejoindre le club des curieux aussi, on ne sait pas avec quel artiste on va travailler. Donc c'est un temps de travail ouvert à toutes et tous, de tous les âges, on en a de 7 à 87 ans. Vous venez, puis vous découvrez un des artistes de la saison qui vient faire un travail avec vous.
Et on va le faire pour les adolescents aussi. Sortons ensemble. Alors faites-le savoir. On fait un pédibus pour 3 spectacles destinés aux personnes de 65 ans et plus qui peuvent bénéficier d'un accompagnateur afin de faire le trajet de leur domicile au TNB, puis du TNB au domicile. Ça peut être important parce que c'est un frein l'hiver quand il fait tard le soir. Ça peut être, enfin voilà, il y a pas mal de gens qui ont parfois peur de venir ou qui se sentent pas rassurés. C'est normal. Donc il y a cette proposition de pédibus. Alors les représentations relax, qui vous concernent plus ou moins directement. Alors c'est pas des représentations où on dort ni des représentations allongées. Au contraire, ça va être très très vivant. Je vous explique pourquoi. Donc le TNB à la base est déjà très engagé sur les questions d'accessibilité, quels que soient les handicaps, quels que soient les freins, quels que soient les obstacles. Et l'année prochaine, nous serons le premier lieu en Bretagne à proposer 3 représentations dites inclusives relax en partenariat avec l'association Culture Relax. Et il s'agit en fait de représentations ouvertes à toutes et à tous. Et quand on dit toutes et tous, justement, c'est afin de faciliter la venue au théâtre de personnes dont le handicap peut entraîner, pendant le temps de la représentation, des comportements atypiques, imprévisibles, pour certains et certaines évidemment vécus comme gênants. Ça peut être compliqué parfois ou pour le public ou pour les interprètes. Mais si c'est accompagné, si c'est pensé, si tout le monde est au courant, si on sait que la représentation en question a aussi cette vocation-là, de ne pas diviser ou de ne pas séparer des gens qui pourraient venir au théâtre, mais qui pour des raisons comportementales, pour qui c'est plus compliqué, on va le faire. Donc, elles sont tout public, elles ne sont pas réservées à ces gens, c'est pour tout le monde, et donc vous aurez la possibilité, soit en le souhaitant, soit par hasard, de participer à ces soirées. Mais c'est très important, et je suis très content qu'on puisse mettre en place ces trois soirées pendant la saison. Enfin, le restaurant. Vous êtes nombreux et nombreuses à le fréquenter. Il continue d'ouvrir maintenant du mardi au vendredi midi, plus seulement le jeudi et le vendredi, mais du mardi au vendredi, ainsi que tous les soirs de spectacle. Je vous donne rendez-vous le 5 septembre pour la réouverture. Je remercie très chaleureusement celles et ceux qui ont participé à l'organisation, la construction, la mise en place de cette saison, les équipes ici, et plus particulièrement l'équipe ce soir qui a permis cette soirée. Je remercie celles et ceux, d'ores et déjà, que vous allez retrouver au bar. Je les remercie de participer à cette soirée, d'être là pour vous rencontrer, échanger avec vous autour des questions que vous pourriez avoir sur la saison, à la fois sur les spectacles, mais des questions très pratiques sur lesquelles je ne suis pas rentré, les questions de billets, de forfaits, d'organisation, tout ça, c'est sur le site, c'est avec l'équipe des relations publiques et communication que vous allez rencontrer maintenant. On est disponible tous les jours, équipe billetterie, relations publiques, pour répondre à vos questions. Voilà, merci à toutes et à tous, et on se retrouve au bar. Merci.